Donc pour cette vidéo, nous allons voir les principes des chakras et comment justement ils peuvent conditionner notre vie à partir de leur blocage et comment réinventer notre vie à partir de leur ouverture ou de leur expansion. Bienvenue dans cette vidéo sur les chakras. Comme nous avons pu le voir dans les précédentes vidéos, justement, les blocages qu'on peut avoir dans le corps peuvent complètement conditionner notre vie et finalement créer un destin qu'on n'a peut-être pas choisi. Donc, l'idée, c'est vraiment de venir explorer ses propres blocages à l'intérieur de soi pour venir découvrir ce qui nous façonne et peut-être pour le refaçonner. Les chakras, foncièrement, c'est la manière la plus simple, on va dire, de l'expliquer. C'est vraiment dans la construction du corps, un ensemble de tissus qui s'entremêlent comme ça, et c'est des hubs, des sortes de ronds-points, on va dire, importants dans la construction corporelle, au niveau des tissus, au niveau des fibres, au niveau de l'architecture du corps, on pourrait dire. Vous savez tous que le petit enfant, le fœtus, commence à se développer à partir du côlon et après, comme ça, se développe jusqu'au cerveau. Et donc, dans cette ligne centrale, va se créer toute notre colonne vertébrale, mais aussi tous nos points clés, justement, qui après, en s'étirant, en se développant, vont développer nos autres organes, tout notre corps, en fait. Et ces points clés-là, s'ils viennent à se contracter, à être dans une position un peu défensive face à la vie, à se fermer comme certains disent, alors ça va déstructurer l'architecture de notre corps et notre posture droite va en être atteinte. Ce qui va créer des problèmes au niveau physique, au niveau de douleur, mais aussi au niveau psychologique, notamment au niveau de certaines expressions que vous pourriez avoir, c'est-à-dire des expressions au niveau de la confiance en vous, au niveau de le fait de vous sentir bien à l'intérieur de votre corps, de vous sentir aimé, en confiance avec vous-même. Des choses comme ça ne peuvent apparaître que quand votre architecture du corps est explorée avec bienveillance et toute cette rigidité, on va dire, est travaillée pour devenir plus rigide et flexible, justement. Dans l'approche de ACT, un livre justement qui propose une thérapie basée principalement sur des techniques méditatives. De nombreuses études, par exemple, montrent que la rigidité au niveau psychologique va entraîner de nombreux soucis au niveau de bon nombre de maladies mentales. C'est-à-dire qu'on va retrouver ça au niveau de la comorbidité dans la dépression, dans les troubles anxieux, dans les troubles psychotypiques, dans les troubles de la personnalité. C'est quelque chose qui se retrouve en fait dans de nombreux soucis de souffrance psychologique, mais aussi physique, car une rigidité physique va amener des problèmes physiques. Donc nous allons faire un petit topo justement sur ces points de chakra, ça veut dire roue au niveau du sanskrit. Donc ces points en fait d'équilibre au niveau du corps qui permettent à notre architecture de bien fonctionner et à chacun de nos canaux de bien transporter tous les nutriments, toutes les fonctions, tout le système lymphatique qui pourrait desservir dans le corps pour lui permettre de se développer. C'est exactement l'image qu'on pourrait donner, c'est exactement comme des voies de transport, des voies routières, où justement là un rond-point va permettre après de redistribuer les voitures sur plusieurs lignes différentes. Voilà pourquoi le lien en tout cas que je fais entre roue et chakra pour expliquer vraiment comment ça fonctionne. Vous avez de toute façon un article que j'ai écrit sur le domaine qui m'a permis de simplifier toute cette compréhension des choses que je vous mets dans la description de la vidéo. La meilleure façon de comprendre les chakras, c'est vraiment de les associer aux organes principaux qu'il y a autour de la zone où est localisé le chakra. Donc pour commencer, on a vraiment le bassin et la zone du périnée qui va représenter Muladhara. Muladhara, ça veut dire soutien de la base. Et c'est vraiment le premier chakra, celui qui est lié à la terre. C'est la construction de votre être. Comme je l'ai évoqué plus tôt, justement, c'est le début de la création de tout le fœtus qui va commencer vers cette zone-là. Cette zone-là n'est pas à proprement parler un chakra dans le sens que dans beaucoup de traditions, on le considère plus comme une porte. C'est-à-dire pas comme une roue qui viendrait rediriger, mais plutôt comme une zone qui, si elle est bien ouverte, permet un mouvement correct, on va dire. Et
Cette porte est mieux à voir comme ça parce que si vous avez un problème par exemple pour uriner ou pour déféquer, évidemment tout votre corps progressivement va s'en ressentir jusqu'à de graves soucis. C'est pour ça que cette porte doit être ouverte et que le plus possible, on va dire, ces organes doivent être le plus relâchés afin de se sentir bien dans son corps et au quotidien. Une métaphore que je peux faire par rapport à ça, c'est de nombreuses fois, je me souviens dans le passé, que je pouvais avoir des sensations de gêne quand j'étais chez certaines personnes et des difficultés à pouvoir aller aux toilettes chez ces personnes-là. Parce que je ne me lâchais pas complètement. Je gardais comme quelque chose à l'intérieur de moi qui n'avait pas envie de sortir. Et toute la zone basse, justement, comme on l'a vu dans d'autres vidéos sur la cuirasse caractérielle compulsive, c'est la défécation dans la tradition freudienne, c'est notre création personnelle. C'est notre création la plus intime que tous nos intestins ont façonnée sur plusieurs heures. Et si cette chose-là, on a du mal, on va dire, à la faire sortir, dans des milieux comme ça, où on se sent mal à l'aise, ça signifie qu'on n'arrive pas à donner, à montrer le meilleur, on va dire, de nous-mêmes, le plus profond de nous-mêmes. C'est un peu étrange, je vous l'accorde, comme vision des choses, mais si vous comprenez au niveau symbolique ce que signifie cette construction de matière fécale, eh bien, vous comprenez aussi ce que ça signifie, ce que ça met au niveau symbolique en branle dans votre vie quand toute cette zone-là se bloque et vous empêche d'uriner ou de déféquer. Si vous voulez justement, si ce chakra est pour vous souvent bloqué, si cette zone de passage est souvent bloquée, je vous invite à vraiment ressentir vos contractions, vous créez au niveau musculaire à cette zone-là, de rentrer dedans le plus intimement possible pour comme dénouer ces zones-là et ouvrir cette zone-là. Vous sentir relâché à l'intérieur de cette zone. Vous sentir bien. Comment se sentir relâché? Certains me demandent, c'est tout bête, c'est cette sensation de bien-être qui apparaît, qui vous nimbe. Lorsque vous vous concentrez là-dessus, vous vous sentez à l'aise. Cette sensation d'aise qu'aime tant expliquer Sadhguru et que je trouve passionnante pour expliquer justement comment l'humanité, on va dire, pourrait être sauvée de sa compulsion, de sa façon d'agir sans arrêt, de détruire le monde et son monde autour de lui. C'est uniquement en développant cette sensation d'aise à partir de son corps, de sa vie, de ce qu'il vit au quotidien. Et cette exploration est la façon de trouver cette aise à l'intérieur de soi et au quotidien. Something happened, something did not happen in your life, that's not trouble. When you don't know what's happening within you, you are in real trouble. Lifetimes of trouble, believe me. Passons au deuxième chakra, qui est Svadhisthana. Au niveau du sanskrit, ça vous pourrait signifier fondement de l'individu, ou alors, dans d'autres traductions, j'ai pu lire sa propre demeure. Fondamentalement, c'est la même chose au niveau symbolique. C'est ce soi, cette essence divine qui pourrait être localisée là. Dans un film dont je ne me rappelle plus le nom, mais je vais vous mettre l'image, ils disent que l'âme se situerait au niveau du bas-ventre. Et on le voit aussi dans certaines représentations, notamment Abel et Caïn, lorsque Caïn vient tuer Abel et que Abel pose sa main à cette zone-là. Ceci représente finalement l'âme dans certaines traductions. L'âme que Abel essaye de rappeler à Caïn, qui lui, avec le glaive au-dessus de sa tête, rappelle que c'est sa tête qui le domine et pas son âme. Cette âme, cet fondement de notre être, de notre individu, est tous ces viscères, tout ce qui finalement transforme la matière qu'on nous a pu manger en nutriments, en force pour notre être. C'est tout ce qui nous met en mouvement. Et fondamentalement, ça c'est très intéressant, le fait que cette transformation en pure énergie de cette essence, ces nutriments, c'est cette énergie pure, on va dire, qu'on va venir puiser, c'est la base de notre âme. Pourquoi? Parce que dans certaines traditions égyptiennes, je dis certaines traditions parce qu'il y a la tradition hermopolitaine, si mes souvenirs sont bons, de Memphis, d'autres zones en fait. La culture égyptienne était très dense, elle a duré 3000 ans, elle a énormément développé, elle s'est énormément développée, mais ce que je veux symboliser là, c'est la trinité
égyptienne qui est représentée aussi en fonction de l'âme, qui est le jet qui est le corps, le bas qui est l'âme et le ka qui est l'esprit. Mais ils expliquent bien que le bas n'existe, donc l'âme, que quand le ka, l'esprit, et le jet, le corps, sont parfaitement unifiés. Quand vous ne faites plus qu'un avec votre corps, là, l'âme s'exprime. C'est exactement ce que nous avons vu avec les vidéos sur Wilhelm Reich. Je vous invite à les regarder si vous voulez plus de détails là-dessus. Cette union qui permet de réveiller l'âme est capitale et c'est à travers vos viscères que vous allez pouvoir le mieux la ressentir. À travers comment justement l'autre, entre guillemets, l'extérieur, devient intérieur. Ce moment où vous êtes transpercé par l'extérieur, la banane, la nourriture que vous avez pu manger, et qu'elle se transforme en votre propre personne. Sadhguru l'explique de plusieurs façons justement, et j'aime bien sa façon de voir les choses, qui est celle que la nourriture est le meilleur moyen de voir que l'extérieur et l'intérieur sont exactement la même chose. Car au moment où vous mangez une banane, cette banane devient vous. Et au moment où vous mourrez, vous deviendrez la banane. Et cette idée-là de boucle de l'Ouroboros pour les alchimistes et pour les tantriques aussi, on retrouve cette notion qu'on s'entre-dévore tous constamment, et la notion clé est la notion de l'âme du monde. Le monde fonctionne ainsi, en s'entre-dévorant continuellement. Et que quand on se sacrifie, quand notre corps finalement est donné à la fin de notre vie, quand on est rendu sacré, par le fait que l'âme nous récupère et continue notre chemin. Et c'est exactement la même chose que l'on fait avec tout ce qu'on peut ingérer. C'est pour ça que la notion d'âme est souvent localisée au niveau des viscères. Ici, si vous vous concentrez sur cette zone-là et que cette zone paraît tendue, il peut arriver que c'est aussi à nouveau l'expression de vous-même qui est difficile. Car tout ce principe de digestion, justement, c'est ce qui est d'extérieur, que vous prenez à l'intérieur de vous et que vous transformez en vous-même. Ça va être toutes les personnes, il peut arriver certains témoignages que j'ai pu remarquer, de personnes qui sont en dépression prolongée et qui ont comme l'impression d'avoir des pierres au niveau du bas-ventre, au niveau du ventre, des viscères. Cette lourdeur, voilà, c'est cette expression de soi qui a été bloquée et qui nous a forcé à un moment donné à nous recroqueviller en position fétale et à pleurer sur notre sort, et qui peut nous amener finalement à une dépression. J'essaye pas de faire une caricature, mais on est obligé, on va dire, de simplifier les choses pour expliquer des concepts, donc j'espère que je ne blesse personne à travers la façon que j'ai d'aborder des choses, et si vous êtes blessé à un moment donné, vous pouvez avoir l'espace de commentaires pour vous exprimer, j'espère que comme ça, la vérité, votre vérité sera rétablie. Je vous souhaite en tout cas de vous exprimer au mieux pour trouver votre sagesse en vous. Cette force que Carl Gustav Jung aussi va appeler libido, cette force que Wilhelm Reich justement peut recentrer à l'intérieur de cette zone-là, que toute la tradition indienne aussi recentre à l'intérieur de cette zone-là, est intéressante parce que lorsqu'elle est complètement détendue, vous allez pouvoir avoir le début, on va dire, de ce qui peut s'appeler dans la tradition orientale les montées de Kundalini. C'est comme si la tête du serpent, complètement enracinée dans votre premier chakra, commençait à se dresser. Mu par la musique du yogi à l'intérieur de vous, qui commence à chanter ce qui le fait vibrer, ce qui le fait vivre, et commence à mettre en place tout ça qui permet d'éveiller votre âme. Et là, vous allez commencer à sentir un sort de frémissement, une sensation d'aise à l'intérieur de vous, de bien-être, de parfaite félicité. Et ça, c'est des méditations quand on se bloque là-dessus, qui peuvent durer des heures. Moi, par exemple, j'ai l'impression de complètement être dans un immense lac infini, où je tombe comme ça et descends dans les abîmes de ce lac pour ne faire plus qu'un avec quelque chose de beaucoup plus vaste. C'est mon impression. J'espère que vous explorerez cette zone pour trouver votre impression à vous, que vous pouvez avoir avec cette zone. Passons au troisième chakra qui est Manipura. Signifie au niveau du sanskrit, des fois traduit par la cité des joyaux. Et c'est
un organe clé qui est vraiment associé à l'estomac. L'estomac, c'est lui qui transforme de manière prioritaire vos aliments en quelque chose qui va pouvoir être une bouillie pure et être comme ça digéré un peu plus facilement par les intestins. Cette transformation, ça peut se traduire par justement le faire, c'est-à-dire FAIRE, cette action qu'on peut avoir de, quand on nous donne quelque chose, la façon qu'on a de le réceptionner. Ce moment voilà, où on vous envoie une balle, vous le réceptionnez, ça c'est un peu comme le travail de l'estomac. Il reçoit tous ces matériaux, on va dire nutritifs, il les dissout et hop, il les donne après pour qu'ils soient vraiment transformés en votre propre être. Mais c'est ce propre être, c'est finalement quand vous allez rejeter la balle, si on suit la logique au niveau des intestins et du système du côlon et du système urétral. De la vessie. Le moment où vous réceptionnez la balle, là comme ça, c'est le moment où vous transformez la force qui vient vers vous en moment de pause pour le renvoyer. Et les personnes bien sûr tout ça c'est symbolique, les personnes qui ont pu avoir des blocages au niveau de l'estomac de manière régulière, c'était souvent des problématiques que j'ai pu repérer au niveau du fer. Une sorte de confiance en eux qui n'est pas là et du coup qui ne leur permet pas de se permettre à eux de réaliser des choses autour d'eux. Ils sont complètement dans une problématique souvent de manque de confiance en eux qui revient très régulièrement. L'estomac, j'ai pu remarquer, pouvait être bloqué. Alors c'est ce que j'ai pu observer, ça veut dire que c'est une vérité pure. Je vous propose d'explorer et de me dire aussi dans les commentaires si ça vous parle tout ça. C'est intéressant les formats comme ça de réseaux sociaux parce que ça permet de tester à partir d'un auditoire si certaines théories comme ça subjectives sont une subjectivité qui est partagée par un grand nombre et qui pour certains donc deviennent une objectivité, mais moi je laisse toujours ça comme une pure subjectivité. C'est pas parce que tout le monde dit la même chose que c'est vrai. Le quatrième chakra est Anahata, qui signifie au niveau du védique tambour non battu ou son inaudible. Il est l'union du haut et du bas et symbolise en fait cette union des contraires. Il est représenté souvent avec cette symbolique-là et il est associé au cœur ou au poumon. Je préfère le cœur mais c'est une symbolique un peu pareille que les poumons. C'est cette idée finalement de celui qui régule tout le fonctionnement du corps, c'est-à-dire qui vient expulser tout ce qui est oxygène, nutriments ou autres par le sang et qui vient ramener aussi, à partir des veines, tout à l'intérieur de lui pour réexpulser. C'est le rond-point principal, c'est ceci dysfonctionne, tout dysfonctionne. Vous êtes ok, si votre respiration dysfonctionne, votre corps dysfonctionne, vous n'allez pas aller loin. C'est vraiment lui le rond-point de base qui fait le pont entre le haut et le bas. Le bas, je veux dire la Terre, BAS, c'est, si on reprend les théories au niveau de Bowlby, symbolise si reprenons les théories de Bowlby juste avant. La théorie de Bowlby considère qu'un être humain, un petit enfant, a besoin pour se développer de sécurité et d'autonomie. La sécurité, c'est souvent une sorte d'image maternelle qui est donnée et l'autonomie, c'est souvent l'image paternelle, celui qui coupe le cordon, qui éduque pour les travaux futurs ou autres. Bien sûr, tout ça c'est symbolique. Maintenant, on a beaucoup un sorte de renversement qui peut apparaître de ces valeurs-là, mais quand on reste dans ce symbolisme, ça a foi, ça a une valeur profonde. Et quand on traverse l'histoire, c'est vrai que cette symbolique, c'est celle qui s'est le plus exprimée. La Terre, fondamentalement, elle représente cette mère, cette force qui nous soutient constamment, inconditionnellement. C'est cette sécurité dont on a besoin, le fait d'être soutenu. C'est la base, le soutien de la sécurité. Si un jour la Terre arrête de vous soutenir, ça va être la panique. Et c'est ça toute cette panique par rapport au climat qui apparaît. C'est qu'un jour, la Terre sera peut-être infertile.
sera peut-être une zone non sécure, comme dans tous les films apocalyptiques, comme dans Mad Max, que vous pouvez voir où tout devient stérile. Un homme réduit à un unique instinct. Survivre. C'est par ma main que vous renaîtrez sur les cendres de ce monde. La Terre incarne vraiment toutes ces valeurs-là. Donc tout le bas, cette Terre, tout ce qu'incarne, on va dire, au niveau symbolique, la femme, est le rôle de prendre soin, envelopper, sécuriser. Voilà, tout ce rôle-là qu'on retrouve à travers les rôles sociaux qui sont culturels, mais on ne sait pas si c'est uniquement une culture d'une société qui façonne ou aussi des volontés humaines par rapport à aussi comment l'être humain est genré. Car ce rôle d'enveloppement, c'est aussi l'organe sexuel féminin qui représente ça à travers lorsque dans une pénétration, le sexe féminin vient entourer complètement le sexe masculin. Le masculin, maintenant parlons-le, c'est plus lié souvent au ciel, au Père. Et il représente, là chez Bowlby, en tout cas c'est le lien que je fais, l'autonomie. C'est-à-dire que le ciel, plus il est vaste, plus il est grand, plus il nous permet une liberté d'action absolue. Et cette liberté, finalement, c'est ce qui est recherché et intégré par le Père, le ciel. Et à nouveau, par rapport à l'organe féminin, on retrouve ça. C'est-à-dire que le sexe masculin vient désolidariser des parois qui sont conjointes. Le vagin est une paroi complètement conjointe, et lorsque le sexe masculin, ou toute autre chose, vient rentrer, vient désolidariser ces parties et vient les ouvrir. C'est ça, les ouvrir, les développer, les désenvelopper. Au niveau symbolique, ça veut dire ça. Comme si c'était enveloppé, ça vient les désenvelopper. Et c'est pour ça que la figure du Père, je l'associe au développement. Et c'est notre culture maintenant occidentale et une culture phallocratique, on va dire, où c'est l'homme qui a le pouvoir, et la culture du développement, de la croissance constante, et ce qu'on entend constamment au niveau des choix même qui sont faits au niveau politique. Et ceci me semble parce que l'équilibre, on va dire, des sexes n'est pas encore parfait dans notre société. Et je ne suis pas du tout politisé, j'essaie juste d'avoir, j'espère, une vision claire sur ce qui se passe, même si c'est jamais clair la vision qu'on peut avoir, c'est toujours très subjectif. Ce Anahata, du coup, est le pont entre le bas, la terre et le ciel. C'est le point de jonction entre le spirituel et le matériel. C'est si vous êtes bien équilibré dans votre vie, la dernière posture droite, cette posture, on va dire, parfaitement équilibrée, où vous sentez votre cœur, votre respiration qui fonctionne vraiment très bien, et vous vous sentez aimé, vous vous aimez profondément, n'est possible que dans cette union des contraires, du masculin et du féminin en vous, de cette terre et de ce ciel en vous, de cette mère et de ce père en vous. C'est, à mon sens, uniquement possible comme ça, et c'est ce que symbolise ce symbole, qui est repris dans la culture juive, du bas et du haut qui se réunissent dans le cœur. Certains disent, au niveau alchimique, de l'eau et du feu. Le feu étant spirituel, l'eau étant matérielle. Passons au 5e chakra qui est Vishuddha. Vishuddha au niveau du sanskrit signifie purifier. Donc là nous rentrons dans une nouvelle trinité de chakras. Il y a celle du bas et plus des chakras de l'ordre physique, et celle du haut plus de l'ordre psychique, spirituel. Donc Vishuddha, c'est au niveau de la gorge, il est lié souvent au niveau des amygdales, et les amygdales signifient la défense contre les infections. C'est tout un rapport à l'immunité. C'est vraiment le premier point qui va permettre de défense en fait entre l'extérieur et l'intérieur. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il est aussi utilisé, la gorge, notamment dans l'expression de soi, dans tout ce qui est verbalisation de ce qu'on est profondément. Et si on n'est pas au clair avec soi-même, cette zone-là, elle ne va pas être au clair aussi. Elle ne va pas être parfaitement bien ouverte. Car
la structure du corps, pour qu'elle soit bien ouverte, commence souvent par le bas. Et lorsque le bas est ouvert, progressivement, toutes les autres s'ouvrent. Et c'est ce qui s'appelle justement la montée de Kundalini, la montée du serpent, qui permet d'ouvrir comme ça, comme si avec sa tête, il émancipait le corps de sa fermeture pour l'ouvrir à l'absolu. Le Vishuddha, justement, la communication de soi, dans mon histoire personnelle, il était souvent bloqué quand à des moments justement où je ne me sentais pas reconnu dans ma personne. Et c'est qu'à partir du moment où je me suis reconnu moi-même, où j'ai eu l'impression de mériter cette reconnaissance, car avant, je ne sais pas pourquoi, on a l'impression de ne pas la mériter, pour x ou quelque raison, c'est toute une histoire personnelle qu'on peut avoir, et là, toute l'analyse est très importante pour explorer ça, sinon vous ne faites que reproduire ces vieux schémas, et c'est problématique à mon sens, dans le sens où ça vous fait souffrir. Si vous êtes OK avec ça, il n'y a pas de souci. Cette reconnaissance, elle va souvent se sentir par un blocage au niveau de la gorge, que je vous invite à venir explorer pour voir ce qu'il dit à l'intérieur de vous et comment il a envie d'être. Et lorsque vous allez voir dans des situations où des personnes vous ont dévalorisé ou autre, et que vous sentez ce blocage, vous avez les boules un peu à l'intérieur de la gorge, quand vous venez l'explorer, ça va vous amener aussi d'autres façons de réagir que celles que vous avez utilisées précédemment. Et je vous invite vraiment justement à avoir un journal intime pour noter comment vous travaillez avec vous-même et ce que ça vous propose. Comme ça, ce que ça vous propose, si vous arrivez à le mettre en place dans votre vie, vous changez votre vie et comme ça vous émancipez complètement de vos vieux schémas. Le 6e chakra est le chakra Ajna, donc qui est lié, qui au niveau védique, ça signifie commandement. Donc l'organe principal, c'est le cerveau au niveau de cette zone-là. Et le cerveau, c'est souvent ce qui est associé à l'intelligence. Alors un linguiste que j'ai rencontré récemment m'expliquait qu'au niveau étymologique, l'intelligence, ça avait la même connotation au niveau logique que ligature. Ligaturer, c'est-à-dire faire des liens. Et l'intelligence, c'est votre faculté, on va dire, à faire des liens entre des choses de vie, des phénomènes de vie. De ne pas cloisonner finalement vos pensées, d'arriver à faire un lien avec énormément de choses. Ça, c'est l'intelligence. La capacité à faire des liens avec toute chose dans votre vie, c'est ce qui va vous donner une flexibilité mentale, une capacité d'adaptation de plus en plus grande. Et cette flexibilité mentale, comme nous l'avons vu, c'est la source d'une santé mentale, d'une bonne santé mentale. Ça va à l'inverse, justement, quelqu'un qui a une bonne flexibilité mentale va complètement à contre-pied de ce qu'on retrouve dans beaucoup de pathologies mentales. Donc vraiment, je vous invite à ne pas vous bloquer à travers, par exemple, des mots fixes qui pour vous représentent quelque chose, de vous ouvrir à une expression, une compréhension de la vie beaucoup plus vaste, beaucoup plus libre, beaucoup plus expressive, et de ne pas vous cantonner à certaines formes. Le chakra Ajna, quand il est bloqué, souvent c'est lié à des migraines. Une autre chose qui montre très clairement justement les contractions au niveau des chakras. Au niveau de l'Ajna, quand vous ne comprenez pas quelque chose, vous avez tendance à faire comme ça souvent. À vous concentrer comme ça, cette zone-là, et vous voyez tout se rétracte, comme ça, se referme. C'est une contraction justement sur cette zone-là. Et il se passe exactement les mêmes phénomènes quand il se passe des phénomènes émotionnels ou au niveau symbolique qui vous touchent sur les autres zones de chakra au niveau symbolique. Hein. Ça revient à la même chose. Dernier chakra, donc la plus porte, à nouveau, c'est Sahasrara qui pourrait se traduire par 1000 fois autant. Je ne comprends pas trop cette traduction, mais je sais que souvent c'est associé à un sort de lotus avec 1000 pétales. C'est cette ouverture totale, on va dire, à l'absolu. Bon, c'est un chakra un peu difficile à expliquer parce que c'est vraiment la spiritualité, là, c'est vraiment la claire lumière qui est recherchée dans le bouddhisme. C'est cette notion au-delà de la matière. Donc là, je vais parler de ma spiritualité. Et la vôtre parlera peut-être, rejoindra la mienne ou pas. Hein. C'est la meilleure façon que je peux avoir en tout cas de vous expliquer ce point. Ce point-là, justement, au niveau de la fontanelle, en tout cas bon, au niveau du haut de la tête, qui peut s'ouvrir,
et votre lien avec le cosmos, avec ce tout. Ce point-là, qui est notamment très utilisé dans les initiations au niveau du Reiki, c'est là qu'on vient souffler pour insuffler l'énergie du Reiki, le faire descendre sur la personne. C'est cette claire lumière, cette énergie de l'esprit, si on reprend la traduction du Reiki, qui descend dans la personne. C'est au niveau symbolique et dans beaucoup de traductions, il y a l'idée que le souffle de Dieu justement serait descendu comme ça d'en haut à l'intérieur du corps d'argile créé par Dieu au niveau symbolique, hein, mais ça reprend ces grands textes, ces grands écrits au niveau qu'on retrouve dans la Genèse, mais dans toutes les traditions aussi mésopotamiennes, africaines, où l'être humain est une sorte de poterie faite d'argile, de la terre, chez les Dogons notamment, la tradition Dogon. Il y a cette idée de l'esprit, du souffle, du pneuma divin qui vient descendre dans le corps et à la mort, qui viendrait sortir comme ça dans son dernier soupir pour rejoindre le tout. C'est cette vibration, ce pneuma, cette spanda, si on reprend la vibration tantrique, qui est recherchée dans la méditation à travers toute chose, la vie dans tous les objets autour de vous. Et ce que proposent justement ces méditations sur les chakras, c'est de redonner la vie à ces choses à l'intérieur de vous qui se bloquent, qui se rigidifient. Un schéma de défense comme ça qui viendrait se mettre en place dans votre corps, c'est finalement vous êtes attaqué dans votre personne et tout votre corps se raidifie pour créer une cuirasse, pour protéger, comme un château fort qui mettrait plein de murailles, pour créer comme une cuirasse aussi, cette armure qu'on vient mettre, vient protéger ces zones qui sont importantes pour nous. Mais pour être bien ces zones, ils ont besoin de s'exprimer. Et c'est pour ça qu'après cette défense, qui est juste à des moments donnés, je vous invite dans votre intimité à les réouvrir et à réexplorer la vie comme ça, complètement ouvert, complètement agréable avec vous-même. Et les situations qui ont été problématiques, de les explorer comme ça grâce à la méditation et peut-être de les éviter ou alors simplement de les jouer autrement. Car souvent, c'est nos comportements, quand on les explore profondément, qui permettent de comprendre que c'est nous qui créons notre propre malheur. J'aimerais vous donner un exemple pour expliquer ça justement. C'est lors d'une conférence que j'ai pu faire donc au Café des Augustes. Donc c'était bien passé comme conférence, je m'étais bien amusé. Et à la fin, une personne vient me voir et je sens chez cette personne une grande tension et qui me gagne. C'est un phénomène d'empathie, c'est-à-dire que quand quelqu'un a une sensation qui est très forte, souvent on peut être touché par cette sensation. Et touché par cette sensation, au cours de la conférence, donc j'étais dans ma posture un peu de psychologue pour expliquer ma formation, mes découvertes et tout ça. Et du coup, j'étais un peu comme rigidifié dans ma pensée par rapport à cette étiquette. Le psychologue qui doit aider l'autre. Et là, donc, cette personne vient et moi, en pensée automatique, je me dis, tiens, elle a l'air mal, je vais l'aider. C'est là où j'ai commencé à faire l'erreur. Je vais vous dire pourquoi après. Cette personne vient, commence à me parler de Ama et que Ama est dans des groupes paramilitaires, enfin que l'argent que gagne Ama, donc cette femme qui fait des câlins, est réutilisé pour capturer des enfants et les vendre au marché noir, des choses comme ça qui sont peut-être vraies, je ne sais pas, j'ai pas fait de recherche, je ne fais pas partie des proches, on va dire, d'Ama, je ne sais pas tout ce qu'elle peut faire, mais bon, à mon sens, moi qui me semble un peu dans les théories du complot, peut-être un peu à l'écart de la réalité, mais c'est peut-être vrai, hein, on n'est pas à l'abri de ça. Je lui formule à peu près de la même façon que je viens de vous formuler, et je lui dis d'accord, peut-être, mais et alors, pourquoi tu m'évoques tout ça? Et là, la personne voulait un peu m'enrôler dans sa guerre, du coup, contre Ama, pour faire passer cette parole un peu évangélique, c'est pas vraiment évangélique, mais cette parole que il fallait fallait communiquer le fait que c'était une menteuse ou des choses comme ça, qu'elle faisait le mal. Moi je me sentais pas trop en lien avec son combat, donc très clairement je lui ai dit c'est ton combat, c'est ok, trouve d'autres personnes parce que moi je conviens pas à ça. Et la personne a commencé à être très agressive envers moi-même, à même me menacer de faire attention ou autre, en me pointant du doigt, en mettant souvent sa main dans sa poche à l'intérieur, donc à un moment donné j'ai eu peur qu'il ait une arme blanche.
Mais bon, au final, il s'est rien passé. Mais bon, même à partir du moment où je l'ai un peu, je lui ai dit ok, ben voilà, que j'en avais peut-être marre de converser là-dessus. J'ai vu qu'elle était dehors et elle a attendu longtemps, donc j'ai attendu qu'elle parte parce que je me sentais pas non plus en confiance avec cette personne. Mais à ce moment-là, en méditant finalement sur cette situation, beaucoup de personnes diront bon, bah, il me semble que tu es bien fait haute, mais pour moi, j'ai pas bien fait. Parce que dès le début, je lui ai fait croire que j'allais l'aider. J'ai pensé dans ma tête, ah bah elle a l'air mal, je vais l'aider. Alors que fondamentalement, je sais pas ce qu'elle voulait. Je sais pas si je pouvais l'aider. Et du coup, peut-être qu'elle a ressenti ça, peut-être qu'elle s'est accrochée à ça. Peut-être que du coup, imaginons totalement l'échange autrement. C'est-à-dire, elle vient, moi j'étais fatigué, à la fin j'avais fait donc 2 heures de conférence, je m'étais bien amusé mais j'avais envie de rentrer. La personne vient, se pose, et moi j'aurais juste pu, ben merci à tous d'être ici, et puis me déclarer que j'allais partir. La situation n'aurait jamais été problématique. Autre chose, elle aurait commencé peut-être ça, j'aurais pu lui dire ben ok, c'est entendable, mais je suis fatigué, j'ai pas envie de discuter de tout ça et ça m'intéresse pas trop aussi, et partir. Et dans ce cas-là, j'aurais pas été dans un rapport d'aide avec cette personne et ça aurait été mieux. Parce que quand on essaye d'aider les autres, on leur prive de la seule façon qu'ils ont de s'aider. C'est-à-dire que, car quand on essaye d'aider les autres, le problème c'est que si on pense qu'on peut les aider, eux, ils projettent leur capacité de se prendre en main sur nous. Et du coup, ils arrêtent de se prendre en main et ils arrêtent de s'aider. Et toute la thérapie tombe à l'eau. Ce que j'aime dire souvent, c'est qu'en tant que thérapeute, je ne suis pas là pour être compétent. Je suis là pour que vous soyez compétent dans votre vie. Et c'est tout mon travail thérapeutique. À partir des chakras, c'est exactement la même chose que vous pouvez faire. En les explorant, vous pouvez enfin être compétent dans votre corps et dans votre vie. Et c'est extrêmement salvateur d'après ce que j'ai pu voir sur ma personne et les personnes que j'ai pu accompagner. Voilà pour la vidéo sur ces différents chakras et justement ce que ça peut amener. La situation que je vous ai présentée justement et le débrief que j'en ai fait m'est venu grâce à une méditation sur les chakras qui a été bloquée suite à cette altercation. Et voilà en gros la joie quand elle est revenue vers moi, cette solution en tout cas qui m'est apparue. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, sûrement sur Carl Gustav Jung que j'ai exploré à partir de plusieurs livres et que j'aimerais vous faire un débrief. Je vous souhaite une bonne journée et vous souhaite une bonne exploration de vos chakras et de vos cuirasses si vous avez regardé les autres vidéos sur William Reich. Bonne journée à vous.